Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter la bienvenue au webinaire Parlons de la dépression, conseils pratiques sur la santé mentale périnatale. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que ce webinaire est enregistré et que la vidéo sera disponible sur le site web du CMNRP dans les semaines à venir. Nous vous invitons à poser vos questions dans la section Q&A durant le webinaire et nous tenterons d'y répondre à la fin. Pour commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes réunis sur une terre autochtone qui a été habitée par des peuples indigènes depuis le début. En tant que colons, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici et de nous remercier toutes les générations de personnes qui ont pris soin de cette terre pendant des milliers d'années. Bien avant aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, des peuples autochtones ont été le gardien de ce lieu. Nous reconnaissons en particulier le territoire traditionnel non cédé sur lequel se trouve notre bureau du CMNRP, celui du peuple algonquin Anishinabeg, ainsi que notre bureau Kingston, qui est situé sur le territoire traditionnel des peuples Anishinabeg et Haudenosaunee. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu. Nous reconnaissons également les contributions de tous les peuples autochtones qui ont contribué à façonner et à renforcer nos communautés, en particulier, ainsi que notre province et notre pays dans leur ensemble. Avant de procéder, j'aimerais juste lancer un petit questionnaire pour vous afin de savoir qui est présent avec nous aujourd'hui. Donc, vous allez voir quelque chose apparaître en avant de votre écran qui est seulement veuillez indiquer votre profession. Pendant que vous répondez à ce petit questionnaire, je vais en profiter pour commencer juste à m'introduire un petit peu. Donc, moi, je suis Catherine Gascon, je suis consultante en périnatalité pour le Champlain Maternal Newborn Regional Program. C'est un vraiment long nom qu'on fait souvent référence à CMNRP. Pour vous donner un petit peu d'informations, CMNRP est un programme régional dont l'objectif est d'améliorer les soins périnatals et néonatals dans la région Est de Santé Ontario. Notre programme comprend des partenaires d'hôpitaux, de groupes de sages-femmes, d'unités de santé publique, des centres communautaires, ainsi que des maisons de naissance et autres. Aujourd'hui, nous sommes heureux de collaborer avec Dr. Valérie Giroux pour la traduction du webinaire de la série Ask Massy. Aujourd'hui, parlons de la dépression. Donc, avant de débuter, je vois qu'on a en présence avec nous aujourd'hui majoritairement des infirmières. On a quelques personnel paramédical aussi, donc diététicienne et ergothérapeute, et il y en a quelques-uns qui sont dans la catégorie haute. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, avant de débuter, je voulais aussi seulement introduire notre présentatrice pour aujourd'hui. Donc, il me fait grand plaisir d'introduire Dr. Valérie Giroux. Elle est originaire de Québec et possède un doctorat en médecine à l'Université McGill et a complété sa résidence en psychiatrie à l'Université de Laval ainsi qu'un fellowship à l'Université Western en santé mentale. Elle travaille à l'hôpital Montfort depuis 2016 en tant que psychiatre périnatale et dans le service des troubles de la personnalité limite depuis 2022. Elle est la coprésidente du communauté de pratique en santé mentale avec le CMNRP. Et sans plus tarder, je laisse la parole à toi, Valérie. J'allais dire, j'étais la coprésidente et ça a changé récemment. Donc, je voulais simplement le mentionner. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là pour vous parler de la dépression. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les objectifs de la présentation. Donc, d'ici la fin de la session, vous allez être capable d'identifier c'est quoi la prévalence de la dépression, d'identifier aussi c'est quoi l'impact de la dépression durant la période périnatale. Quand on parle de la période périnatale, on parle durant la grossesse et également durant la période postpartum. Techniquement, on dit jusqu'à 1 an postpartum. Ensuite, on va parler de l'approche de soins par étapes du traitement de la dépression. Également, on va parler de la prise en charge puis du traitement médicamenteux de la dépression. On va parler des drapeaux rouges, des red flags de la dépression. Et enfin, on va parler des ressources qui sont dans la région de l'Ontario, puis comment Asmacy peut vous aider là, pour vous offrir du support clinique.
Alors, avant de commencer, on va faire un petit poll de questions. On va vous demander c'est quoi vos connaissances avant le webinaire par rapport à différentes questions par rapport à la dépression périnatale. Je vous laisse répondre. Alors, la plupart des gens se disent assez bien informés sur la dépression périnatale, assez confiants d'identifier la présentation clinique et au niveau de l'accompagnement, assez confiants à pas du tout conscients. Le but, en fait, ça va être d'essayer d'améliorer vos connaissances, si possible, et aussi de vous familiariser avec les ressources qui sont disponibles. Puis, également, à la fin, là, de prendre le temps de répondre à vos questions. Une belle slide que vous voyez derrière qui parle que justement la maternité, pour la plupart des femmes, c'est un moment très, très positif. Mais ça ne l'est pas toujours. Pour devenir parent, que ce soit pour la mère ou pour le père, c'est pas toujours un moment positif. Puis la dépression, ça peut être une complication justement de la maternité, une complication qui malheureusement est assez fréquente. D'abord, si on parle de la prévalence, je vais baisser un petit peu ça pour que vous puissiez voir les diagrammes. Si on parle de la prévalence des symptômes dépressifs, bien, tout d'abord, quand on parle de symptômes dépressifs, ces symptômes-là peuvent avoir plusieurs visages, c'est-à-dire que ces symptômes-là peuvent être de différents diagnostics. Donc, si on parle des différents diagnostics, entre autres, le baby blues peut donner des symptômes de tristesse, mais surtout une certaine labilité de l'humeur. Le baby blues qui est présent chez 50 à 85 des femmes, donc la majorité des femmes, qui était dû à la chute rapide des hormones en quelques heures à quelques jours et qui va s'améliorer avec le temps spontanément. Le trouble d'adaptation, dont on ne sait pas vraiment la prévalence là, dans les études, peut aussi causer des symptômes dépressifs, soit en grossesse ou en postpartum. La maternité, devenir mère, ça entraîne différents changements, autant physiques que dans les rôles de parents, dans les rôles dans le couple, entre autres. Puis en postpartum, ben, le nouveau rôle et la responsabilité. Des fois, ça peut être difficile à s'ajuster à ces différents changements-là et causer des symptômes dépressifs. Ensuite, on a la dépression durant la grossesse, donc antépartum. Il y a la dépression postpartum, la prévalence entre 17 et 23 là, selon les études. Donc, quand on parle de postpartum, selon le DSM, on parle jusqu'à 1 mois postpartum, mais en clinique, là, les psychiatres périnatales et quand on lit des recherches, on dit jusqu'à 1 an postpartum. Ensuite, on peut avoir des symptômes dépressifs à l'intérieur des gens qui souffrent, les femmes qui souffrent de la maladie bipolaire. Puis également la psychose du postpartum qui est très peu fréquente, heureusement. Je rajouterais également le trouble de personnalité limite qui peut donner aussi des symptômes dépressifs là, durant cette période-là, qui, dans la population clinique périnatale, représente 14 selon une étude récente de 2022. Alors, si on focus spécifiquement notre attention sur la dépression majeure. Donc, la dépression majeure, selon le DSM-5, ça nous prend 5 sur 9 symptômes. Faut éliminer qu'il y ait une cause médicale. Faut éliminer aussi que ça ne soit pas dû à l'intoxication ou au retrait d'une substance ou d'un médicament. Puis, une altération de fonctionnement qui est associée, un minimum de 2 semaines.
Éliminer aussi un autre problème de santé là, mentale qui pourrait causer des symptômes similaires, comme on a discuté plus tôt. Selon le DSM-5, excusez-moi, mon anglais, selon le DSM-5, on parle avec début, la caractéristique avec début péripartum parce que, dans le fond, la plupart du temps, les dépressions commencent soit avant la grossesse ou, dans le fond, durant la grossesse. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce spécificateur-là. Puis ils vont jusqu'à 1 mois postpartum dans le DSM-5 à cause que, dans le fond, la plupart du temps, durant le premier mois, c'est là que l'hérédité par rapport à la dépression postpartum est. Mais la dépression postpartum, techniquement, en clinique et en recherche, on parle jusqu'à 1 an postpartum. Maintenant, si on regarde les critères, donc la dépression durant la période périnatale va ressembler à la dépression à toute autre période de vie. Mais ce qu'on va retrouver le plus, c'est l'anxiété, entre autres, et on va retrouver également ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, c'est-à-dire, dans le fond, des pensées ou des images de faire du mal à l'enfant, ces pensées, ces images-là c'est l'émotion de peur qui amène à avoir ces pensées-là, ces images, puis ça l'amène beaucoup chez la femme de la culpabilité puis de la honte. Fait que c'est quelque chose d'important à questionner. C'est différent de, par exemple, des pensées de faire du mal à l'enfant qui viennent de l'émotion de la colère, qui va justement entraîner certaines impulsions de vouloir faire du mal à l'enfant. Voici un peu la distinction. Pour ce qui est des symptômes, donc les symptômes de humeur dépressive, l'humeur irritable, de l'anxiété, altération du sommeil. Bien évidemment, durant la grossesse, pour les femmes qui ont déjà été enceintes, on ne dort pas super bien. Fait qu'on veut questionner quelque chose qui est en dehors des symptômes causés par la grossesse. Donc, moins de sommeil, plus de sommeil. Et aussi, en postpartum, au niveau de le questionnement, on veut savoir, c'est quand bébé dort, est-ce que vous êtes capable de dormir? Ensuite, des altérations au niveau du sommeil, diminution de l'appétit ou augmentation de l'appétit, un faible niveau d'énergie qui fait en sorte que c'est difficile à prendre soin de soi, c'est difficile à prendre soin de l'enfant. Un manque d'espoir, une vision plutôt négative de soi comme mère, l'anédonie, manque de plaisir à faire les activités qui normalement nous fait plaisir, des difficultés de concentration qui sont vraiment marquées. C'est sûr que durant la grossesse puis en postpartum, avec le manque de sommeil, la concentration est un peu moins bonne, mais on parle de plus que ça. Ensuite, un ralentissement psychomoteur et des idées suicidaires. Dans les facteurs prédicteurs, donc les facteurs de risque de dépression, de dépression périnatale, en fait, avoir eu des symptômes, des épisodes dépressifs avant la grossesse, c'est le prédicteur le plus fort. Plus encore, s'il y a eu plusieurs épisodes dépressifs, si les épisodes dépressifs étaient d'une grande sévérité, il y en a un dernier qui est apparu dans le moins de 6 mois. Ensuite, dans le fond, d'avoir un trouble anxieux préexistant à ça, surtout chez les primipares, d'avoir un trouble dysphorique prémenstruel, donc en fait un PMS qui amène un dysfonctionnement chez la femme, d'avoir un trouble de personnalité limite et aussi d'avoir des troubles du sommeil durant la grossesse ou en postpartum, surtout si c'est avec un problème de santé mentale. Parce qu'évidemment, durant la grossesse, le sommeil est affecté par les symptômes de grossesse, puis en postpartum, avec un nouveau-né, on dort moins bien. Donc, quelque chose qui est augmenté versus ce qui est attendu. Ensuite, l'arrêt de médication peut être un des facteurs, particulièrement s'il y a eu plusieurs épisodes dépressifs dans le passé,
si les épisodes étaient de sévérité grande, si, en fait, ils ont duré longtemps et également s'il y en a eu dans moins de 6 mois. Ensuite, si la grossesse n'était pas planifiée ou s'il y a une certaine des émotions contradictoires, ambivalentes par rapport à la grossesse, ça peut augmenter un risque, ça peut augmenter le risque de dépression. Enfin, s'il y a quelqu'un dans la famille qui a si la mère de la patiente ou une sœur a eu une dépression postpartum, il y a une certaine hérédité, là, un risque plus important en raison de l'hérédité. Pour les femmes primipares, donc le premier bébé, un facteur de risque d'avoir eu cours à des traitements de fertilité pour tomber enceinte. Ensuite, s'il y a eu des fausses couches dans le passé, ça peut amener, entre autres, plus d'anxiété, également des symptômes dépressifs aux grossesses ultérieures, et s'il y a eu des morts-naissances aussi. Si la dame a des antécédents médicaux, particulièrement des antécédents médicaux qui sont chroniques, plus sévères, s'il y a de la douleur, ça peut augmenter le risque. S'il y a des complications de grossesse comme l'hyperémesis gravidarum, le diabète de grossesse, la prééclampsie, ça peut augmenter le risque. Des difficultés d'allaitement, surtout si la mère a vraiment elle veut vraiment allaiter, c'est important pour elle d'allaiter. Puis, si un bébé, elle accouche d'un bébé qui a des problèmes de santé physique ou qu'il a été admis au NICU, donc aux soins intensifs pour bébé, les gens qui sont les femmes qui sont dans un groupe minoritaire sont plus à risque. Parfois, dans le fond, il y a un certain stigma associé au fait qu'elles soient enceintes ou même, dans le fond, ils ont moins de support qui est présent autour d'eux pour les appuyer dans cette période de vie qui peut être très stressante. La violence conjugale peut augmenter le risque des conflits dans le couple, un faible soutien social ou une perception de faible soutien social, différents stresseurs dans la vie de la femme, comme des stresseurs financiers, stresseurs au niveau d'avoir ou non un hébergement, une perte antérieure de la garde des enfants, et enfin, des traumas antérieurs, que ce soit des traumas durant l'enfance ou des traumas, un accouchement qui est perçu comme traumatique. Puis là, je dis perçu comme traumatique parce qu'un accouchement peut médicalement s'être déroulé de façon usuelle, mais être perçu pour la femme comme étant traumatique. Ça nous amène à parler justement des Adverse Childhood Experience, donc les événements dans l'enfance qui ont été traumatiques, qui justement vont augmenter le risque chez toute personne d'avoir de la psychopathologie. D'avoir de la psychopathologie par la suite. Entre autres, le fait si la mère a eu une dépression durant l'enfance, une dépression postpartum ou des dépressions encore plus si c'est des dépressions répétées, s'il y a eu une longue durée de temps où ça n'a pas été traité. S'il y a eu quelque sorte d'abus, l'abus physique, l'abus sexuel, l'abus psychologique, s'il y a eu de la négligence aussi, l'utilisation des substances chez les parents, de la violence conjugale dont les enfants ont été exposés, divorce, conflit conjugal important, maladie mentale des parents, un parent qui est allé en prison ou même des périodes où l'enfant n'avait pas de maison. Puis ensuite, les facteurs de l'environnement qui peuvent contribuer justement à entraîner un certain risque, une certaine vulnérabilité, entre autres la pauvreté, la discrimination, donc les minorités, puis également les facteurs socio-économiques, la violence, l'accès aux soins, mais aussi l'accès à l'hébergement.
quand on a de l'évidence de trauma dans le passé, puis même de façon générale, parce que les gens ne vont pas nécessairement parler d'emblée qu'ils ont vécu des traumas, et parce qu'ils peuvent ressentir de la honte par rapport à ça, de la culpabilité. Donc, d'adopter une approche qui est ce qu'on appelle trauma-informed care, des soins qui sont informés par rapport au trauma, ça peut être très aidant là, durant la période périnatale. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Il y a 6 principes clés qui sont, entre autres, de donner un environnement, de donner des soins dans un environnement où la personne va se sentir sécure, va se sentir à l'aise de pouvoir partager les choses qui peuvent être plus difficiles pour elle. Ensuite, créer, c'est souvent les gens qui ont eu des traumas, ils ont de la difficulté à faire confiance aux gens. Donc, essayer de s'assurer de créer ce climat-là de confiance puis d'être transparent, dans le fond, quand on va faire certaines interventions, de bien expliquer là, ce qu'on va faire. Et aussi d'offrir les ressources de support dans la communauté, de support social, que ce soit avec les pairs ou même des ressources à lire psychoéducatives. Lorsqu'on offre des soins, des interventions, d'y aller dans une approche où on va expliquer c'est quoi les différents choix qui sont possibles, expliquer les risques et les bénéfices des différents choix et de donner à la personne la possibilité de faire son choix. Donc, d'une façon qui est un choix qui est informé. Ensuite, d'avoir une approche collaborative, justement, dans la prise de décision pour ce qui est des soins. Et d'être très conscient des différences culturelles, soucieux de justement des différences au niveau de l'identité du genre aussi. La dépression non traitée peut entraîner plusieurs effets négatifs. Entre autres, si on regarde à court terme, ça peut entraîner des idées suicidaires, des tentatives de suicide et même le suicide. Ça peut évoluer vers la psychose. Ça peut aussi entraîner des idées d'automutilation et de l'automutilation. Et ça peut entraîner des difficultés dans la relation par enfant et de l'abus, la négligence de l'enfant. Ça peut aussi entraîner une augmentation de la consommation de substances, augmenter le risque d'avoir une dépression qui va durer plus longtemps dans le temps et qui va avoir tendance à revenir également. Ça va augmenter aussi le risque d'hypertension gestationnelle, d'accouchement prématuré, également de retard de croissance chez le nourrisson, de faible poids de naissance, puis augmenter le risque d'admission aux soins intensifs là, chez le bébé. Ça peut contribuer à un arrêt prématuré d'allaitement. Ça peut contribuer également à des difficultés d'attachement avec le bébé, des difficultés d'attachement durant la grossesse et même en postpartum. Puis également, des difficultés, quand il y a des difficultés d'attachement, ça a un impact à long terme. Ça peut avoir un impact à long terme pour l'enfant, augmenter le risque de psychopathologie par la suite, puis augmenter le risque de difficultés au niveau cognitif, de difficultés relationnelles, de difficultés avec la confiance en soi. Ça peut, quand que la maman a une dépression, si on regarde, il y a une étude qui parlait qu'après 6 semaines postpartum, quand la maman a de la dépression, ça augmente de 2,5 fois le risque chez le père, chez l'autre parent, d'avoir une dépression. Et là, on peut voir quel impact que ça peut avoir dans le couple, mais aussi quel est l'impact avec les autres enfants, si les 2 parents peuvent avoir la dépression. La dépression peut entraîner certaines difficultés de couple, mais aussi avoir un impact là, sur la relation que la mère et ou l'autre parent, s'il y a une dépression, peut avoir avec les autres enfants.
moins de capacité à avoir une certaine disponibilité émotive avec les enfants. L'échelle de dépistage, qui est le plus utilisé, le plus reconnu, qui est gratuit, accessible dans plusieurs langues. C'est un auto-questionnaire qu'on appelle le Edinburgh, c'est 10 questions. Ça se fait environ en 5 minutes, un score de 0 à 3. C'est suggéré de le faire au 3e trimestre, autour de 26-28 semaines et à 6 semaines postpartum. Si on a des facteurs de risque de dépression, c'est suggéré de le faire de façon plus fréquente, puis plus tôt durant la grossesse. Puis en postpartum, en fait, c'est suggéré de le faire durant le premier 3 mois parce que c'est là qu'on a une augmentation plus grande de risque de dépression postpartum. Juste un aparté, l'échelle de dépistage peut être aussi utilisée chez les papas. Le score est un peu différent là, pour les papas. Puis, selon, en fait, l'échelle, c'est une échelle de dépistage. Donc, si on a justement un score qui est positif, quand c'est 13 et plus, ce que ça nous dit, c'est qu'on a besoin d'une évaluation en santé mentale, donc faire un questionnaire en santé mentale. Puis, si c'est plus grand que ça, là, plus de 19, ou que la question numéro 10 est positive, ben là, ça vaut la peine de référer à des services plus spécialisés là, de psychiatrie périnatale. Évidemment, si on a de la manie, si on a de la psychose, si on a des idées suicidaires, s'il y a de la dangerosité envers autrui, c'est important de référer la patiente à l'urgence, de s'assurer qu'elle va à l'urgence. Mais c'est l'échelle de dépistage qui, encore une fois, quand on a parlé plus tôt, les symptômes dépressifs peuvent avoir plusieurs visages. Donc, ce que ça va nous dire, c'est qu'il y a des symptômes dépressifs qui sont cliniquement significatifs qui ont besoin d'être investigués. Maintenant, il y a une autre échelle qui s'appelle le Mood Disorder Questionnaire qui permet justement d'éliminer le trouble bipolaire. En fait, qui permet de screener s'il n'y a pas de dépister s'il a ou non le trouble bipolaire. Encore là, c'est pas un diagnostic final qui est fait, c'est un risque augmenté d'avoir le trouble bipolaire. L'avantage de ça, c'est que c'est gratuit. C'est aussi un auto-questionnaire, 15 questions. Puis, si le score est positif, si on a plus que 7. Si à la question 2, on répond oui, ou si à la question 3, modéré ou sévère. Et là, ça suggère une évaluation psychiatrique. Et aussi d'éviter de prescrire un antidépresseur qui n'est pas avec soit un stabilisateur de l'humeur ou un antipsychotique. À CMNRP, on a fait un beau diagramme dans la dernière année pour justement expliquer les différentes lignes de soins finalement qui sont suggérées. Entre autres, je vais essayer de changer ça ici pour l'instant pour que vous puissiez voir la base de cette belle fleur de ligne de soins. Qui est justement la base, la fondation, les éléments de la pyramide de Maslow qui sont à la base. Donc, un hébergement dans lequel la personne se sent safe, sécure, d'avoir de la nourriture, d'avoir un sentiment de sécurité, d'avoir des fonds financiers qui permettent de promouvoir aux besoins de base. Puis ensuite, les ressources communautaires, on commence la première fleur qui est des ressources plus éducatives de psychoéducation. Donc, des ressources que le patient, des sites Internet ou des livres que la patiente peut lire. Ensuite, la deuxième pétale étant le support social, donc les groupes de support qui sont offerts dans la communauté. Ensuite, il y a les ateliers psychoéducatifs. Puis, il y a les thérapies qui
qui sont guidées, que la patiente peut faire par elle-même. Par exemple, il y a des sites Internet qui permettent de faire la thérapie par soi-même ou des livres que les patientes peuvent acheter ou aller à la bibliothèque les chercher pour faire la thérapie par eux-mêmes. Ensuite, la 5e pétale, la thérapie structurée, que ce soit une approche individuelle, une approche de couple ou une approche de groupe. Ensuite, c'est les soins spécialisés, donc consultation et suivi spécialisé. Et enfin, tout ce qui est l'urgence, l'unité psychiatrique, l'hospitalisation, c'est la 7e pétale. Donc, je vais essayer de changer ça ici pour que vous puissiez voir. Donc, il y a la première pétale étant l'auto-apprentissage. Donc, il y a un site qui s'appelle Omama, qui est un site qui est accessible pour les mamans, à la population générale, qui permet d'avoir des renseignements fiables, fondés sur des données probantes sur la grossesse, l'accouchement, qui met l'accent sur les ressources communautaires. Ensuite, on a 2 groupes pour le support aux pères. On a un groupe qui s'appelle le Perinatal Wellbeing Ontario Peer Support Group. Puis il y a également Mothercraft qui offre des groupes de sport, puis également des groupes de jeux pour les mamans qui dans différentes places là, en Ontario, puis à Ottawa d'ailleurs. Ensuite, il y a les ateliers psychoéducatifs, entre autres l'Hôpital Royal, qui est l'hôpital tertiaire en psychiatrie, qui offre un groupe périnatal qui vise à amener les participantes à utiliser le journal pour les aider dans leur processus de rétablissement. Ensuite, des ateliers, l'auto-apprentissage guidé. Donc, il y a une ressource, un site Internet qui permet de faire cet auto-apprentissage-là pour traiter la dépression. Ensuite, il y a Santé publique qui offre un programme de thérapie cognitivo-comportementale gratuit qui est actuellement juste en anglais, mais à partir du début 2025, il va être accessible aussi en français. C'est un programme sur 9 semaines. Ensuite, les soins spécialisés. Donc, à Ottawa, on a deux cliniques finalement de suivi de soins périnataux. Donc, il y a le programme à l'Hôpital général d'Ottawa. Il y a 5 psychiatres qui sont présentes. Puis, elles offrent des suivis, des consultations et également 2 groupes. Un groupe qui propose la thérapie cognitivo-comportementale et un autre groupe qui propose la thérapie interpersonnelle. Ensuite, la clinique périnatale à Montfort, dont je suis le psychiatre. Donc, j'offre des services de consultation et de suivi psychiatrique périnatal. C'est offert, le médecin n'a pas besoin d'être de l'hôpital Montfort. Là, ça peut être un médecin de la communauté qui n'est pas affilié avec Montfort. Les sages-femmes aussi peuvent faire des références. Puis, on a 2 groupes. Un groupe pour les mamans qui ont des symptômes anxio-dépressifs, qui a une approche basée sur les théories de l'attachement, plus focusée sur les émotions, puis également des interventions là, pour développer l'attachement avec le cercle de sécurité. Et il y a un autre groupe qui est pour les mères avec un trouble de personnalité limite ou des traits de personnalité limite. Donc, voilà. Puis, enfin, il y a la ligne de crise, le 988.
qui est présent, et aussi les urgences, si jamais il y a de la dangerosité dans l'aigu, de la dangerosité aiguë pour soi-même ou pour autrui, ou s'il y a des symptômes sévères comme de la psychose ou vraiment une augmentation importante. Donc, si on regarde maintenant avec les troubles qu'on a discutés auparavant, quels sont les traitements, dans le fond, pour les symptômes dépressifs? Donc, si on va, donc vous voyez à gauche les différents traitements qui sont proposés, l'auto-apprentissage, le soutien par les pairs, l'apprentissage guidé, thérapie structurée, la médication. Donc, pour le baby blues, on y va, là, c'est plus un auto-apprentissage, finalement. Le self-care va aider le temps. Pour le trouble d'adaptation, c'est la même chose qui va aider. Plus, parfois, ça peut aider d'avoir une thérapie structurée. Les guidelines parlent de la thérapie interpersonnelle, la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie basée sur la pleine conscience. Ensuite, pour la dépression légère, c'est la même chose que pour le trouble d'adaptation. Pour la dépression modérée, dans ce cas-là, la thérapie basée sur la pleine conscience ne sera pas efficace. Ça va être la thérapie interpersonnelle puis la thérapie cognitivo-comportementale qui va être utile en plus de la médication. Et pour la dépression sévère, on a besoin d'avoir de la médication pour diminuer les symptômes AC pour être capable de pouvoir bénéficier des autres étapes, finalement, de la thérapie structurée et autres étapes. Pour le trouble bipolaire, ça prend bien évidemment de la médication, encore une fois, pour être capable de bénéficier des autres approches et la TCC est recommandée. Pour la psychose du postpartum, c'est la médication, l'hospitalisation, parce que c'est une urgence psychiatrique et obstétricale. Et pour le trouble de personnalité limite, ben, c'est la thérapie qui va être très utile. Puis parfois, on peut rajouter un peu de médication dans les cas un peu plus sévères ou que ça affecte beaucoup le fonctionnement. Donc, quels sont les différents types de thérapies? Bien, on a la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, cognitivo s'intéresse aux pensées et au comportement qui affecte justement la dépression. Ensuite, la thérapie interpersonnelle, ça vise à améliorer les relations autour de soi pour permettre d'avoir un meilleur support. Et ensuite, la thérapie basée sur la pleine conscience, qui peut être très utile. Ensuite, les principes de pharmacothérapie. Donc, le plus possible, on vise à avoir une seule médication. On vise à l'optimiser, cette médication-là. Puis si c'est pas assez, on va aller vers une autre médication, mais autant que possible de garder une médication. On va essayer de prendre la médication qui a fonctionné dans le passé. Le timing est super important, c'est-à-dire le plus tôt qu'on peut traiter, le meilleur va être, disons, les moins de conséquences qu'on va avoir finalement. On veut faire un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire parler des risques de la dépression non traitée. On veut parler aussi des risques et des bénéfices de la médication, puis offrir les ressources de support qui sont nécessaires. Donc, si on regarde maintenant au niveau de la médication, donc, on a un beau tableau ici qui nous parle des médicaments de première ligne pour la dépression, le trouble d'anxiété généralisée, le trouble de syndrome post-traumatique, puis le trouble obsessionnel compulsif. Donc, les premières lignes, c'est des médicaments aussi qui sont sécuritaires en grossesse. Il n'y a pas d'augmentation de la tératogénicité associée. Il peut y avoir un risque d'adaptation pauvre du nouveau-né. L'adaptation pauvre du nouveau-né, c'est quelque chose qui va causer des symptômes bénins qui n'auront pas de conséquences à long terme, qui va survenir chez 25 à 30% des bébés qui sont exposés durant la grossesse, qui va nécessiter une période d'observation, mais qui ne nécessite pas d'intervention à moins qu'il y ait un problème de santé physique qui va rendre ça, les symptômes un peu pires.
Donc, puis c'est sécuritaire en allaitement parce qu'il y a moins de 10% qui est excrété dans le lait maternel, qui est finalement la dose cut-off quand on dit que c'est sécuritaire. Donc, on a le Zoloft qui peut être monté jusqu'à 250 mg, le Prozac, le Celexa, le Cipralex. Si on a des symptômes anxieux, on vise souvent une augmentation vraiment lente et progressive pour minimiser les effets secondaires. En allaitement, quand l'allaitement est plus difficile, souvent on va prescrire du domperidone. Pas nous, mais comme psychiatre, mais en fait, les médecins vont prescrire du domperidone. Le domperidone, quand il est prescrit pour l'allaitement, il est prescrit à une dose qui peut augmenter le QTC. Donc, particulièrement si on utilise du Celexa ou du Cipralex qui peut augmenter le QTC, bien, c'est important à ce moment-là d'avoir un ECG avant de le prescrire l'augmentation ou de prescrire le médicament et dans un mois où on pourrait voir les changements du QTC. En seconde ligne, on a d'autres antidépresseurs de la classe des ISRS qui sont un peu moins prescrits, là, le Luvox, le Paxil, puis ensuite de la classe des SNRI, donc les ISRN, le Venlafaxine, le Duloxétine. Donc, les ISNRS sont moins prescrits, entre autres, parce qu'ils sont en deuxième ligne, parce qu'ils peuvent augmenter la tension artérielle durant la grossesse. Puis, il peut avoir peut-être un risque un peu plus élevé là, de pauvre adaptation, du syndrome de pauvre adaptation du nouveau-né. Puis enfin, le Remeron, ce n'est pas un médicament qu'on utilise aussi souvent, mais qui peut aider aussi. Et le Wellbutrin, faire attention que c'est contre-indiqué si la patiente a un trouble épileptique ou si elle a un trouble alimentaire, dont la boulimie. Alors, pourquoi l'Asthmacie est un organisme qui va aider justement à la navigation des différents services dans la communauté. Et voici une belle slide qui explique que sans le programme de Asthmacie, ça peut avoir été plus long de pouvoir avoir accès aux services que la patiente avait besoin versus avec l'utilisation de Asthmacie. Donc, c'est un super service qui existe, un service téléphonique pour les cliniciens qui peuvent appeler. Le numéro de téléphone est ici. Ça se passe durant le lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous avez aussi le site Internet puis l'adresse email. Et je vois Catherine qui s'est jointe à nous, donc je lui laisse la parole. Excellent. Merci beaucoup, Valérie. On voulait seulement avoir l'opportunité de partager le programme de Asthmacie. Vois-tu, dans le fond, cette série-là, c'était quelque chose qui avait été débuté par Dr. Jasmine Gandhi et Beth Tupola, les deux responsables du programme Asthmacie. Donc, ils ont fait une série de 4 webinaires majoritairement en anglais. Puis, Dr. Valérie, elle avait gracieusement accepté de traduire celui-là aujourd'hui pour vous en français. Donc, on peut peut-être juste seulement prendre l'opportunité avant de terminer, de refaire le petit questionnement qu'on vous avait posé au début du webinaire afin de savoir si vos connaissances se seront peut-être améliorées avec ce webinaire-là. Donc, c'est les mêmes questions un peu qu'on vous pose avant. Dans quelle mesure vous vous sentez confiant dans l'identification de la présentation clinique de la dépression périnatale? On vous demande aussi dans quelle mesure vous vous sentez confiante dans l'accompagnement des patientes souffrant d'une dépression périnatale. Encore là, je vous donne quelques secondes à juste répondre aux questionnaires. Puis par la suite, on pourrait peut-être vérifier s'il y avait des questions. Je n'ai pas vu de questions qui ont été acheminées dans notre petite section Q&A, mais on va quand même prendre le temps de juste donner la chance aux participants si jamais ils veulent le faire. Donc, excellent. Je vois que 46% d'entre vous ont répondu qu'après ce webinaire-là, vous êtes maintenant très confiante dans l'identification de la présentation clinique dépression périnatale. Puis je pense que Dr. Giroux a fait un très beau portrait de comment, justement, les symptômes ou
la présentation de ces patientes-là peuvent se faire. Puis encore là, 92% de vous se sentent confiants dans l'accompagnement des patients souffrant de la dépression périnatale. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de se sentir 100% confiante. Il y a toujours des petites questions dans lesquelles on se demande. Je prendrai peut-être l'opportunité de encore vous lancer à savoir si vous avez des questions. Vous pouvez toujours les envoyer directement, soit à SeminRP Info, qui nous, on peut faire l'entremise, soit entre le programme Ask Massey. Vous pouvez aussi envoyer vos questions directement au programme Ask Massey avec l'adresse qu'on vous a fournie ici par rapport à l'adresse Internet ou même le numéro de téléphone. S'il n'y a pas de questions, on peut peut-être procéder aux prochaines diapositives. Juste un petit rappel pour les gens. Il y a un cours qui s'offre le 18 octobre prochain ici à Ottawa. C'est une demi-journée, c'est un cours qui est donné en personne. Donc, je vois Charlotte qui nous aide avec tous les liens qui ont été partagés aussi durant le webinaire. Si vous êtes intéressé à participer à cet événement-là, c'est une bonne opportunité. Je sais que SOGC ont émis une nouvelle ligne directive par rapport à la santé périnatale, justement, puis ça va être un des gros points de discussion de cette journée-là. C'est à l'hôpital d'Ottawa, à Civic. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, le lien est là. Et aussi, on voulait profiter de l'opportunité de vous dire que le dernier webinaire de la série de 4 webinaires, comme que j'avais mentionné, va être offert le 9 décembre. Donc, celui-ci parle de ADHD, donc du Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Celui-là va être présenté en anglais. Vous avez le lien pour vous enregistrer si jamais vous voudriez le faire. Comme j'ai mentionné, présenté par Dr. Jasmine Gandhi et Beth Tupola, qui sont les responsables du programme Ask Massey. Mais sans plus, je ne vois pas qu'il y a de questions non plus. N'hésitez pas, là, si vous avez des questions, là. Ça me fait plaisir d'y répondre. C'est correct si vous êtes un petit peu plus gêné ou vous voulez prendre le temps d'y penser. C'est pour ça qu'on vous donne l'opportunité de peut-être juste revenir à nous par courriel, soit comme j'ai mentionné à SeminRP ou à Ask Massey. Mais je voudrais juste remercier Dr. Giraud d'avoir pris le temps de présenter avec nous aujourd'hui et à vous de nous avoir joints sur votre heure de dîner parce que c'est un vendredi, puis oui, c'est l'heure de dîner, fait que probablement qu'on mange en même temps, puis on essaie de faire tout en même temps, mais j'apprécie tout le monde et je vous souhaite sur ça une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bonne journée.